Je suis tombée un jour, il n'y a pas très longtemps, sur un proverbe japonais, alors pas en japonais mais en français, qui dit « Tout ce qui a une forme est appelé à disparaître ». Et je crois qu'on a accepté ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas... En fait, on est dans une vision du travail en se disant « ça change », mais avec une vision du changement qui n'est pas la bonne, où on a l'impression qu'on est toujours dans l'idée du changement, il y a un début, il y a une fin, il y aura un grand soir, et en fait, on raisonne comme au XIXe siècle, au temps de la modernité, par rapport à ça. Et je pense que si on a compris que le changement a changé, et qu'en fait, c'est simplement les formes qui bougent, ben, je trouve qu'on est beaucoup plus tranquille par rapport à ça. Non, le travail, il change, c'est normal. On a des enfants, ils ne fonctionnent pas de la même façon, nos étudiants non plus. Et c'est en fait des réaménagements permanents de nos activités, de nos temps de travail, et ça va continuer. C'est plus une évolution qu'une révolution ? Mais oui. Et je pense qu'on se fait peur en le vivant comme une révolution, en disant il y a un avant, il y a un après. Moi, il y a une phrase de Braudel, qui est un historien que j'adore, qui disait, parce qu'il est mort, le pauvre, les choses se font avant qu'on ne les nomme. Il y a longtemps que le travail change. Il y a longtemps qu'il a changé. Entre le servage au Moyen-Âge, entre les gens qui ne travaillaient pas, parce que c'était la noblesse qui dérogeait si elle se mettait à travailler. Donc tout ça a changé. Et en fait, ne nous faisons pas peur. Le temps long, c'est des petits moments de temps court, mais regardons le temps long. Et c'est normal que tout ça se réarrange. Moi, je dis souvent en forme de boutade, il n'y a rien de plus réac qu'un jeune. Parce qu'on va arriver avec nos idées. Alors moi, je vais faire un discours de rentrée sur les métiers que vous ne connaissez pas, les futurs métiers, le management. Mais eux, quand on les interpelle, ils ont 20 ans, 22 ans. Tout leur paraît naturel. Et qu'est-ce qu'ils veulent ? Un métier, des revenus, une famille. Ils sont dans quelque chose qu'ils ont endossé, et c'est bien normal. Ils sont dans une reproduction, mais tout sera différent. Mais leur vision, elle est très classique, en définitive. Et je peux vous promettre qu'on ne fait pas un tabac en leur disant le métier qui n'existe pas, le salaire qui sera en dents de scie parce que vous serez plus avec un contrat de travail classique. On ne fait pas un tabac auprès des plus jeunes. Et ça, je crois qu'il faut quand même le garder en tête. On est sur, moi je dis souvent back to the basic. Il faut revenir souvent au bon vieux basique de la relation à l'autre et qui reste quand même très pérenne. L'attente très forte, mais la nôtre, tous, les salariés qui ont fait des études, les plus jeunes, c'est la notion de conciliation vie privée, vie professionnelle. Alors vie privée, c'est pas forcément que la famille, c'est pas forcément la mère de famille et ses enfants, ça peut être faire du sport, ça peut être l'associatif. Voilà, alors on parle d'équilibre, on parle de conciliation, c'est pas forcément du 50-50. Mais c'est l'idée de dire, je veux travailler, je veux avoir un salaire, je veux avoir un statut social, je veux m'épanouir, parce que là, c'est important aussi, mais je veux aussi avoir toute ma vie perso qui compte, qui est là, parce que c'est un pilier essentiel de moi, petite entreprise. Moi, j'aime beaucoup citer un grand philosophe qui s'appelait Bachung, et qui disait « ma petite entreprise ». Et je crois que c'est une évolution très importante dans laquelle on se met. Nous avons une vision nous-mêmes comme une petite entreprise. Chirurgie esthétique, réussite personnelle, réussite professionnelle, tout ça, vous voyez, marque personnelle sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est un marqueur fort de nos évolutions sociétales. Les réseaux sociaux sont là, etc., pour nous y aider, mais qui aussi nous aident à reconfigurer ce rapport au temps. Et en effet, le temps de travail devient intriqué dans toutes sortes d'autres choses. Et si j'en reviens aux étudiants, eh ben, ils sont là. Et ils disent, en effet, je veux concilier ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Ils ne veulent pas tout sacrifier au travail. Et ça, pourquoi ? Parce qu'ils ont vu leur père, leur mère, leur grand frère, leurs grands-parents être sacrifiés, en tout cas ils l'ont vécu comme ça, sur l'autel de l'entreprise. Voilà, mon père a été au chômage alors qu'il avait bossé comme un malade. J'ai pas vu ma mère parce que il fallait qu'elle se dé... Et ça, ils n'ont pas envie de ce sacrifice. Et du coup, en effet, si en plus de travailler, d'avoir le salaire, le statut, on pouvait en plus s'épanouir, c'est vrai qu'il y a une vraie dimension épanouissement qui est recherchée. Confucius, à qui on prête toutes les phrases qu'on veut quand on ne sait pas à qui les donner, disait
choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Voilà, et c'est un peu, je crois, là-dedans qu'on est. C'est-à-dire, j'ai envie d'un job, un travail qui me plaît. Mais ça a un effet boomerang, ça. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on charge le travail de tellement de choses, de notre identité. Et si j'en reviens au changement, moi, quand je suis dans les entreprises, quand je manage, qu'est-ce que je vois? Vous parliez de peur. Mais moi, je crois que la peur, elle n'est pas vraiment par l'extérieur. Bien sûr, il y a Internet, il y a les réseaux, il y a la globalisation, il y a les migrants, il y a l'euro, enfin, on a tous connu depuis 20 ans, 25, 30 ans. Tout. Mais il y a surtout la perte de n'être plus moi. Et en fait, on charge le travail de notre identité, la fameuse identité professionnelle. Et ce changement qu'on voit arriver, le nouveau logiciel, le changement de bureau, parce que c'est ça, hein, ça commence. Oui, ça commence par du très concret souvent. Ça commence des fois par le changement de bureau, la taille de la fenêtre, la couleur de la moquette. Hein, soyons basiques, c'est souvent. Et bien ça, c'est moi qui n'ai plus. Je ne me vois plus comme j'étais. J'ai fait des études pour être banquier. On me demande de vendre des systèmes d'alarme ou du service à la personne. J'étais informaticien. On me parle de service. Je me vivais comme prof et on me dit que non, il n'y a plus d'amphi, il faut faire des MOOC. Je perds mon identité professionnelle. Et du coup, on a tellement chargé cette valeur travail, on a l'impression de disparaître. Et c'est ça ce qui nous fait peur, ce n'est pas l'extérieur. L'extérieur, c'est ce qui va expliquer. Ce qui nous fait peur, c'est nous. Et quand je parle de désapprendre dans mon petit bouquin, c'est parce qu'il faut qu'on soit, non pas, et c'est ce que j'essaye de dire à les étudiants, je ne suis pas là pour vous apprendre à apprendre. C'est bien d'apprendre à apprendre. C'est une bonne étape. Je suis là pour vous apprendre à désapprendre. C'est-à-dire qu'il faut que tout le temps, vous vous disiez que ce que vous avez appris, en effet, comme vous disiez, demain, ça sera périmé, ça sera à voir autrement, ça sera à voir avec d'autres lunettes. Et c'est cette capacité à se régénérer tout le temps. Parce qu'au fond de nous, on est nous. Voilà. Et on n'est pas ce qu'on nous a dit d'être à travers un diplôme, un code, un métier, une fonction, nos cartes de visite vont changer, etc. Et ce qui nous fait peur, à mon avis, quand on parle de tout ça, c'est nous. Nous dans 6 mois, nous dans 3 ans. Et on n'arrive pas à se l'imaginer. Il y a des personnes qui arrivent mieux que d'autres. Hein. Il y a des personnes très clairement qui arrivent mieux que d'autres. Et c'est ça, moi, que j'aimerais faire passer aux plus jeunes. Moi, il y a une phrase de Carlos Ghosn que j'adore qui dit « Tout ce que veut le client est transversal ». On est tous clients. Et en fait, quand on veut quelque chose, on ne veut pas du marketing, on ne veut pas de la com, on ne veut pas du technique, on veut un truc qui marche. On veut une machine à laver, quand on appuie le bouton, ça fonctionne. On veut pas on veut quand on allume la télé, pas 3 zappettes avec des explications. On veut un truc transversal. Et moi, le problème que j'affronte à l'université, c'est qu'on enseigne des choses en silo. Et en fait, il faudrait maintenant, on y travaille, hein, on se soigne aussi, travailler beaucoup plus à des choses qui sont des champs, qui sont transversales, et qu'on travaille beaucoup plus au mou, parce qu'on ne travaille que sur le dur actuellement. Et vous le savez tous, on a les hard skills, les compétences dures, ça on est super bon, on sait les évaluer. Mais ce qu'il faut, c'est travailler sur les soft skills, les compétences douces. Les compétences douces, on est nul. Moi, j'y travaille là, depuis plusieurs années, j'ai une doctorante qui travaille dessus. On ne sait pas. C'est du relationnel, c'est du mou. Et comme disait Michel Serres, le dur ne dure pas, c'est le mou qui dure. Et en fait, le doux qui dure. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, je crois que ce qui va durer et ce qui va faire le management tel qu'on l'attend actuellement ou tel auquel on l'aspire, c'est ces compétences relationnelles qui sont d'aller vers l'autre, de reconnaître l'autre. Moi, la meilleure leçon de management que j'ai eue, il n'y a pas longtemps, c'était un cuisinier qui racontait que quand il était apprenti chez un grand chef, toute la journée, il faisait quoi? Il épluchait des légumes. Toute la journée. Hein, c'est épanouissant, c'est tout. Un vieux rêve. Et le soir, quand il sortait, il raconte, ce grand chef qui voyait à peine, hein, parce qu'il était au fond de la cuisine, et l'attrapait et lui disait « C'était bien les petits radis roses ». Et bien moi, je crois que l'histoire des petits radis roses, c'est ce qui fait qu'on a du sens à un moment donné et qu'on a peut-être envie de se lever le lendemain matin pour aller travailler. Parce que la question la plus dure pour un manager qu'on n'ose jamais poser, c'est «
pourquoi tu te lèves le matin pour venir travailler? Et les réponses, moi, quand je les ai posées en tant que manager, ce n'était pas forcément celles que j'attendais. Moi, ma conviction forte, c'est qu'il faut faire bouger les lignes du management. En termes de responsabilité, alors la responsabilité pour moi, c'est 3 choses. C'est l'éthique, c'est-à-dire être capable de manager en prenant des décisions qui sont justes. Alors, quand je parle de juste, c'est au sens de justesse, plus peut-être que de justice. Ensuite, notion de respect de l'autre, de diversité, de reconnaissance. Et ça, c'est des choses très importantes. Et je pense que l'actualité est vraiment chargée de ça. Et même si l'entreprise ne peut pas tout faire à elle toute seule, c'est un acteur important de la société. Et la 3e chose, c'est évidemment le durable. Et c'est vrai que les futurs managers, tous les managers, mes futurs managers, sont interpellés sur cette notion de responsabilité. Qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir une planète qui va être détruite? Qu'est-ce que je fais pour reconnaître l'autre? Non pas parce qu'il a bien fait son boulot, mais parce qu'il est une personne dont j'ai la charge. Est-ce que la décision que j'ai prise, une décision, bien sûr, comme toute décision, il y a eu un arbitrage, mais qui ne remet pas en cause mes valeurs, les valeurs d'entreprise, qui ne va pas contre la loi, etc. Et ça, je crois que cette notion de responsabilité, elle est essentielle. Et peut-être qu'une chose qui a évolué, mais là aussi, c'est des mouvements qui cyclent constamment, c'est qu'après quelques dizaines d'années où l'entreprise s'est un peu vécue comme étanche à la société, regardez les manuels de management, j'ai eu cette curiosité, les manuels RH depuis les 30 dernières années, on a l'impression que le salarié, il est neutre. Il n'a pas de divorce, il n'est pas malade, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de sexe, il n'a pas de religion, hein, cette séparation très vie privée, vie professionnelle qui tombe complètement, justement, avec les réseaux sociaux. C'est important de se dire que maintenant, l'entreprise, quelle qu'elle soit, entreprise, organisation, elle est ouverte à tout vent sur la société. Les gens rentrent, sortent, font leur liste de courses en réunion, c'est pas bien, mais c'est comme ça que ça se passe. Ils font leur mail au square en gardant leurs enfants. Et c'est ça aussi. Ils ont des exigences sur les interdits alimentaires parce qu'ils ont une religion qui a des interdits. On est dans constamment ce flux, ce mouvement. Et la responsabilité, elle est au centre de cette idée que l'entreprise n'est pas un château fort. Là, je reprendrai René Char, qui disait « l'esprit du château fort, c'est le pont-levis ». Et je crois que l'idée, c'est ça. C'est je suis en entreprise, mais je suis avant tout en société. La digitalisation est le meilleur ami de la femme. Moi, je suis persuadée qu'Internet, c'est le meilleur ami de la femme. On arrive à travailler sur du temps choisi. Moi, je suis la première et je pense que quand on a une vie comme ça, où on veut tout faire, c'est bien de pouvoir faire des choses la nuit ou le mercredi pendant que les enfants font la sieste. Voilà. Et ça permet, les études le montrent, aux femmes aussi d'être beaucoup plus en réseau. On sait que chez les femmes, il y a un déficit de mise en réseau. La digitalisation leur permet. Je travaille actuellement sur l'entrepreneuriat féminin et clairement, le numérique est un outil, une configuration qui aide les femmes à aller beaucoup plus vers la création d'entreprises ou en tant que choix de secteur ou en tant qu'aide, accompagnement et mise en réseau. Donc, je pense en effet qu'il y a du Internet-friendly pour les femmes. Il y a un accès, une ouverture, et on le voit dans des pays où les femmes sont là clairement discriminées, même si elles le sont en France. On ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais ça leur donne en effet une voix, un accès, une exposition qu'elles n'auraient pas pu avoir sans la digitalisation.